que je vous propose, parce que Cédric trépigne d'impatience d'avoir des présentations sur les expertises collectives, c'est de démarrer par l'expertise collective INRAE, IFREMER, donc avec la parole que je vais maintenant donner à Laure Mamy, directrice de recherche au CNRS et qui a piloté INRAE, pardon, désolé, mes informations étaient mauvaises. Donc, directeur de recherche INRAE, forcément, puisque c'est piloté par l'INRAE et l'IFREMER, pilote scientifique de l'expertise collective, et Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint de l'IFREMER, pour nous présenter cette expertise collective dans un temps raisonnable, s'il vous plaît, pour qu'on essaye de tenir et surtout d'avoir des échanges à l'issue. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités à présenter les résultats de cette expertise dans ce cadre. Donc, c'est une expertise scientifique collective qui porte sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, Wilfried et moi sommes deux des copilotes scientifiques de cette expertise avec Stéphane Pess. Et donc, cette expertise, la chef de projet était Sophie Nénard. Je veux bien la diapo suivante. Réflexe. Donc, le contexte de cette expertise, donc, comme vous savez, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a quand même malgré tout une volonté de réduire l'usage des pesticides et les risques associés, donc avec la mise en œuvre notamment des plans éco-phyto, et puis au sein de la recherche, avec un certain nombre d'expertises qui ont commencé à être mises en œuvre en 2005, et donc l'expertise actuelle de 2022 sur la biodiversité en fait partie, et donc bien sûr celle de l'INSERM qui s'est présentée juste après. Diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, je vais vous rappeler d'abord quels sont les principes généraux. Qu'est-ce qu'une expertise scientifique collective? Parce que c'est un domaine qui est très cadré. Donc, l'objectif, c'est de réaliser une synthèse la plus exhaustive possible des connaissances scientifiques qui sont disponibles dans la bibliographie et qui sont validées, donc en réponse à une question complexe. Et donc, une expertise de ce type se base sur un comité d'experts scientifiques académiques. Je veux bien la suite. Et donc, ces scientifiques sont recrutés par rapport à leur qualification, leur indépendance. Il faut aussi que le collectif d'experts représente une pluridisciplinarité. Et bien sûr, un des principes fondamentaux de cette expertise, c'est la transparence. Et donc, ça suit un guide dont vous avez une image ici, qui est basé donc sur une norme. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très cadré. Diapositive suivante. Donc, pour en revenir à notre expertise, donc l'objectif, c'était de réaliser un état des lieux des connaissances scientifiques relatives aux impacts des produits phytopharmaceutiques, donc sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je veux bien la suite. Avec donc comme objectif un peu plus finalisé, d'éclairer les pouvoirs publics et les instances d'évaluation des risques pour pouvoir améliorer les procédures d'évaluation des risques, améliorer le suivi des produits phyto après leur mise sur le marché, améliorer la gestion des risques et identifier donc des besoins de recherche. Diapo suivante. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais c'était pour vous illustrer la mise en œuvre donc, de ce type d'expertise. Donc, elle est basée sur un comité d'experts, donc c'est ce qui est indiqué tout en bas du schéma, avec une équipe projet. Et donc, cette expertise, elle s'appuie sur deux comités. Un comité consultatif d'acteurs, donc qui contient les ministères concernés, des ONG, dont Génération Future d'ailleurs, et puis un comité de suivi donc qui regroupe les commanditaires et puis les instituts mandatés, ainsi que l'ANSES. Diapositive suivante. Donc concrètement, l'objectif c'était de faire un état des lieux de la bibliographie scientifique. Donc on s'est basé sur de la bibliographie académique internationale, donc transposable au contexte français métropolitain et d'outre-mer, donc ça c'est un point important, et donc dans des domaines de recherche diversifiés. La suite, voilà, et donc cette expertise va citer 4500 références bibliographiques, donc dans différents domaines comme les sciences environnementales ou l'écotoxicologie par exemple. La suite. Et donc cette expertise, il y a plusieurs types de livrables, donc vous avez le rapport complet qui fait 1400 pages, une synthèse d'une centaine de pages et des résumés donc, qui font une dizaine de pages. Donc, je vous invite à consulter parce que là, bien évidemment, ce qu'on va vous présenter est extrêmement synthétique. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter ces documents. Et donc là, je vais passer la parole à Wilfried pour la diapo suivante, les diapos suivantes. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, en 5 minutes, quelques résultats saillants de ce que nous avons tiré de ces 4500 publications au travers de 3 principaux domaines. La contamination de l'environnement,
les impacts sur la biodiversité et les impacts sur les services écosystémiques, c'est-à-dire les avantages que nous pouvons tirer de cette biodiversité. Concernant la contamination, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Ce qu'on a montré, c'est que la contamination par les produits phytopharmaceutiques, elle est réelle. Elle est d'abord majoritairement retrouvée dans les zones d'utilisation de ces produits, c'est-à-dire dans les zones à usage agricole. Et c'est à partir de ces zones-là où on va avoir des sols, des masses d'eau et puis un compartiment atmosphérique qui sont contaminés, que ces produits phytopharmaceutiques vont pouvoir se diffuser sur l'ensemble de ce qu'on appelle le continuum terre-mer, et donc pouvoir aller contaminer des zones jusqu'à assez loin des zones d'utilisation, puisqu'on va pouvoir retrouver ces molécules, je tire l'exemple jusqu'au bout, dans des zones aussi reculées que l'océan profond, on les retrouve jusqu'à moins 3000 mètres de profondeur, ou encore dans les zones subpolaires, ce qui vous montre finalement la capacité de transport de ces molécules. Je pense qu'on peut avancer sur l'animation. Sur ce sujet de la contamination, on montre que la contamination elle est plurielle. Donc on retrouve différentes molécules, essentiellement, alors ça c'est un défaut de la pratique de la recherche, essentiellement sur 3 familles de molécules, les herbicides, les insecticides et les fongicides. Les autres molécules sont nettement moins documentées. Et il en est de même pour les produits de transformation, sujet qui a été assez peu évoqué ce matin, mais ces molécules-là, sous l'effet de différents forçages, vont se dégrader et ces molécules appelées produits de transformation vont également pouvoir avoir des effets, mais on va également les retrouver avec des adjuvants ou des conformulants dont on a parlé depuis ce matin. Donc on a moins de connaissances sur ces molécules-là, mais elles sont quand même présentes dans cette contamination qui est assez globale. Comme le disait Laure, on s'est également intéressé aux Outre-mer où on retrouve le même profil de contamination avec une donnée qui est quand même nettement moins importante. On connaît moins la contamination des produits phytopharmaceutiques en Outre-mer qu'on ne les connaît en France hexagonale. Diapositive suivante. Donc, concernant les effets, on s'est intéressé aux effets sur la biodiversité dans son acceptation la plus large, que ce soit la biodiversité génétique, la biodiversité taxonomique ou la biodiversité fonctionnelle. Et ce que montrent nos travaux, c'est que les produits phytopharmaceutiques contribuent au déclin d'un certain nombre de groupes taxonomiques. Diapositive suivante. Je pense qu'on va la dérouler en entier, comme ça on aura tout affiché. Ce que montrent nos travaux, c'est que, avec certitude, les pesticides contribuent au déclin de 2 groupes taxonomiques que sont les invertébrés, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, et les oiseaux. Donc là, on est sûr, la connaissance scientifique est assez robuste pour dire que les produits phytopharmaceutiques contribuent au déclin de ces groupes taxonomiques selon 2 types d'effets, des effets dits directs. Donc là, c'est le mode d'action toxique de la molécule qui agit directement sur l'organisme, mais également, et là c'est un point de nouveauté de cette expertise collective par rapport à des travaux précédents, par des effets dits indirects. L'effet indirect, c'est quand un pesticide va pouvoir affecter, par exemple, la ressource alimentaire qui va servir à un autre groupe d'organismes. Par exemple, le déclin des oiseaux peut être causé par le déclin des insectes dû aux insecticides. Pour les autres groupes taxonomiques, alors on a un manque de données qui va différer selon les groupes taxonomiques. Pour certains, on a un certain nombre de doutes, un certain nombre d'incertitudes qui nécessitent de compléter les travaux pour arriver au même niveau de connaissance que ce qu'on a sur les invertébrés ou les oiseaux. C'est notamment le cas des amphibiens ou des chiroptères. Pour d'autres organismes, on manque cruellement de connaissances, c'est par exemple les poissons et tous les organismes marins sur lesquels l'effet des produits phytopharmaceutiques est encore largement méconnu. Le dernier volet, c'est celui qui concerne, diapositive suivante, c'est celui qui concerne l'impact sur les services écosystémiques. Donc, comme je disais, les avantages qu'on va pouvoir tirer de la biodiversité. Alors là, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il y a assez peu de travaux sur ces services écosystémiques. Diapositive suivante. Les services écosystémiques, on a l'habitude de les classer en 3 catégories. C'est ce qui est présenté sur cette diapositive, avec les services dits d'approvisionnement. Bon, c'est la production agricole végétale, c'est la production de bois, la production de fibres, la production d'énergie. Des services dits de régulation et de maintien qui vont permettre la réalisation de ces services d'approvisionnement. C'est par exemple à ce niveau-là qu'on va mettre la pollinisation, mais pas que. Et puis des services dits culturels, alors c'est tout ce qui est lié au culte, au loisir ou à la santé. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, on a
encore un manque criant de données. Pour autant, dans les 4500 articles que l'on a travaillés, on a 3 services écosystémiques qui sont largement documentés, qui sont listés sur cette diapositive-là. La production végétale cultivée, qui est un service d'approvisionnement, et qui, elle, sans surprise, bénéficie positivement de l'effet des produits phytopharmaceutiques. Et c'est sans surprise parce que finalement, ces produits-là, ils sont faits pour lutter contre des agressions et permettre une augmentation de cette production végétale cultivée. Et puis, à côté de ça, il y a 2 services écosystémiques qui, eux, vont pâtir des effets des produits phytopharmaceutiques. Le premier, ça a été cité dans les mots d'introduction, c'est la pollinisation, en lien avec le déclin des invertébrés. Et le deuxième, c'est la lutte contre les ravageurs, notamment en lien avec le déclin des oiseaux qui contribuent à cette lutte contre les ravageurs. Petite animation, merci, pour vous partager ce constat qui est fait, qui est de dire finalement, à terme, avec la disparition du service de pollinisation et du service de lutte contre les ravageurs, on aura beau mettre tous les phytos que l'on a envie, le service de production végétale cultivée, parce qu'il a besoin de la pollinisation et de la lutte contre les ravageurs, ce service-là, on n'arrivera pas à le maintenir au niveau où il est actuellement. Et donc, derrière, ça remettra en cause le bien-être humain tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Donc, voilà un rapide panel des principales conclusions sur l'aspect impact. Et Laure va vous présenter les conclusions sur les aspects leviers, qui était le deuxième aspect de cette étude. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la diapo suivante et peut-être tout afficher aussi directement, parce que voilà, stop. Merci. Donc, le premier, donc ça, ce sont les leviers d'action pour réduire la contamination du milieu et donc les impacts sur la biodiversité qui ont été identifiés dans la bibliographie. Donc, bien évidemment, le premier levier qui consiste à réduire les quantités appliquées. Ensuite, un second levier consiste à agir au niveau des substances. Et par exemple, le biocontrôle est souvent mis en avant. Mais en fait, quand on analyse la littérature, on se rend compte qu'il y a extrêmement peu de données qui permettent de savoir quels sont les impacts de ces produits de biocontrôle sur la biodiversité. Ensuite, il est possible d'agir au moment de l'application du produit. Donc, de toute façon, c'est réglementé, par exemple, au niveau météorologique en fonction de la vitesse du vent, mais aussi au niveau du matériel en utilisant, par exemple, des buses antidérives sur les pulvérisateurs pour éviter que le produit sorte de la parcelle traitée. Au niveau de la parcelle, l'importance de la présence d'une couverture du sol est bien connue, ainsi que l'importance de mettre en place des zones non traitées, notamment en bordure des cours d'eau. Donc, ça aussi, c'est réglementé. Et puis, à l'échelle du paysage, on sait que la mise en place de haies, par exemple, les haies sont un élément très important pour réduire les impacts sur la biodiversité parce qu'elles constituent des zones refuges pour les organismes. Et donc, je veux bien l'animation suivante. Donc, ce que la bibliographie montre, c'est que, en fait, aucun de ces leviers d'action pris indépendamment ne garantit un risque zéro de transfert des produits phyto dans l'environnement et que, par conséquent, animation suivante, c'est plutôt un ensemble la combinaison d'un ensemble de ces leviers qui pourrait permettre de réduire les impacts sur cet environnement. Ensuite, diapositive suivante. Et donc, le dernier point que je vais vous présenter, c'est un levier d'action qui se situe au niveau de la réglementation. Diapositive suivante, merci. Donc là, je passe très vite pour vous rappeler l'ensemble des règlements dont on a beaucoup parlé ce matin au niveau européen. Et pour l'environnement, donc ce règlement stipule qu'il faut que les produits phytopharmaceutiques n'aient aucun effet inacceptable sur l'environnement. Donc ça, c'est ce qui est dans le texte réglementaire. Donc ensuite, diapositive suivante. La suite, merci. Donc ce que la bibliographie met en évidence, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à ces questions réglementaires. Donc, ils mettent en évidence certains points positifs de cette réglementation, donc que la bibliographie souligne. Donc, c'est que par rapport aux réglementations d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple, ou la Chine, elle apporte un degré de protection plus élevé. Et que, par exemple, il y a environ un quart des produits autorisés aux États-Unis qui sont interdits en Europe. Donc, voilà. C'est une des réglementations les plus exigeantes au monde en termes de données à fournir. Donc, ça a été aussi souligné ce matin, c'est-à-dire que la réglementation, elle est très exigeante. Et puis aussi un autre point important, c'est que en Europe et en particulier en France, on a un dispositif de phytopharmacovigilance qui est unique et qui est déployé quand même assez massivement et qui permet de suivre les produits phyto. En revanche, la suite, s'il vous plaît, bien sûr, cette réglementation présente un certain nombre de limites, donc il y en a quelques-unes qui sont indiquées ici. Bon, là, ça a été aussi beaucoup souligné ce matin, c'est la routine des procédures d'évaluation. Ensuite, dans ces règlements, il n'y a pas de critères clairs qui permettent de caractériser réellement quels seraient les effets des produits phytos sur la biodiversité. Ensuite, par exemple, les sciences humaines et sociales et les savoirs non académiques ne sont pas pris en compte, c'est un point important. Et un autre aspect assez critique, c'est les dérogations qui sont accordées, on en a aussi parlé ce matin. Donc, par exemple, un des cas les plus récents, c'est les dérogations sur les néonicotinoïdes.
Donc, la suite, s'il vous plaît. Donc, voilà, au final, comme on l'a constaté au cours de ce colloque, c'est que la réglementation ne permet pas d'éviter la contamination du milieu, ni de protéger la biodiversité à hauteur des objectifs visés. Et pour terminer, je veux bien la diapositive suivante. La suite, voilà, comme ça. Bah oui, donc bien sûr, cette expertise, elle a mis en évidence un certain nombre de lacunes scientifiques avec des besoins de recherche assez forts. Donc, notamment pour ce qui concerne les différentes familles de molécules, donc les molécules les plus récentes, incluant le biocontrôle, il y a très peu de données dans la bibliographie concernant leurs impacts potentiels sur la biodiversité. Les substances telles que les produits de transformation, les adjuvants et les coformulants, dont on a aussi beaucoup parlé, on manque aussi de données. Concernant également les effets mélange et multistress, dont on a aussi parlé. Ensuite, concernant donc les effets écosystémiques, l'efficacité de la combinaison de plusieurs leviers d'action, les territoires ultramarins aussi, on manque aussi de beaucoup de données. Et enfin, concernant la réglementation, c'est aussi des points qui ont été évoqués ce matin. Donc, par exemple, la mise en place des études qui seraient réalisées par des laboratoires indépendants et non par l'industrie, par exemple. Voilà, j'ai terminé. Enfin, j'ai une dernière diapositive. Juste pour dire que pour bien comprendre les effets des produits phytos sur la biodiversité et les services écosystémiques, ça nécessite vraiment un changement de paradigme dans la recherche. Voilà, merci pour votre attention.